Mathieu Bastaro, joueur de rugby international, 33 sélections en équipe de France, il est le plus puissant trois quarts centre du moment. Avec ses 125 kilos, il fait peur sur le terrain, mais avoue dans une biographie que souvent le soir il pleure. Géant aux pieds d'argile, gros nounours au cœur sensible, Bastaro a fait un soir de beuverie un petit mensonge devenu affaire d'État qui a failli lui coûter la vie. Il avait 20 ans, c'était lors d'une tournée en Nouvelle-Zélande, le début d'une longue descente aux enfers dont il ressort tête haute. Il a aujourd'hui 26 ans et sera en septembre l'un des joueurs les plus redoutés de la Coupe du Monde en Angleterre. J'arrose un petit peu trop, tout simplement. Et en rentrant à l'hôtel, je fais le con, j'essaye de me déshabiller, et je me prends les pieds dans le pantalon et je tape la table. Je me blesse, je m'ouvre la pommette. Il est quelle heure ? Peut-être 3 h du matin, quelque chose comme ça. Sur le coup, on se sent très, très bête. Et là, panique. Panique parce que c'est mes premières sélections. J'ai 20 ans, je me dis que je vais me faire tirer les oreilles, tout simplement. Je me dis, je veux dire que voilà, je me suis battu en rentrant de soirée. Ça arrive fréquemment, donc... Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, avant le bobard ? Vous appelez le médecin ? Non, je descends, je croise un joueur qui me demande, et c'est la première personne à qui je mens, et qui m'emmène voir le médecin. Le médecin me recoue. Le lendemain matin, je me lève, j'ai l'œil gonflé, et c'est là que je continue à mentir. Tout vous enferrez dans le mensonge, comme on dit. Voilà, en pensant que ça allait passer tout seul. Votre version exacte, c'est quoi ? Que 5 Néo-Zélandais vous ont attaqué en sortie de boîte ? Moi, ce que je dis au staff à ce moment-là, c'est que voilà, en sortant de boîte, je me chope avec plusieurs mecs, et voilà, j'en prends une, je prends un coup de poing, et voilà. De suite, forcément, j'ai pas été très fier de moi, parce que dans un sens, j'avais l'impression de trahir tout simplement mes coéquipiers, le staff qui avait confiance en moi. Dans un premier temps, la presse néo-zélandaise croit à votre version, on parle même d'agression raciste. Il y a des excuses aussi du Premier ministre. Ça nous a fait basculer dans une affaire d'État, tout simplement. Je déteste l'idée que ça puisse ternir la réputation du pays. Nous devons prendre nos responsabilités et faire en sorte que les supporters et les équipes soient en sécurité. Là, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Un petit mensonge prend des proportions aussi énormes. Et la vérité va éclater ? Et oui, il y a eu le témoignage du chauffeur de taxi, le visionnage de l'ascenseur. Il y avait des caméras dans l'ascenseur, dans le hall de l'immeuble, c'est ça ? Voilà, exactement. Dans le hall de l'hôtel. Qui voit que je rentre et que je suis pas du tout blessé. Donc à partir de là, obligé tout simplement de dire la vérité. J'ai encore à m'excuser auprès de toutes les personnes concernées, comme je l'ai dit, ma fédération, celle néo-zélandaise, le staff, les joueurs aussi. Vous devenez la bête noire des Néo-Zélandais ? La bête noire de tout court, tout simplement. J'étais devenu un pestiféré. Mais dans un premier temps, vous n'aviez pas vu qu'il y avait des caméras de surveillance ? Parce que c'est votre bobard est un bobard de... Quand je rentre quelque part, je regarde pas s'il y a des caméras. Je suis pas un voleur, donc je fais pas de repérage. On va imaginer que vous êtes battu dans votre chambre avec Chabal. Les journalistes se mettent à enquêter sur les troisièmes mi-temps de l'équipe de France. On découvre... Certains de vos amis qui ne sont pas célibataires se trouvent embarrassés dans leur vie privée. Moi, je me suis dit, tout ça, c'était à cause de moi, tout simplement. Quand tu te balades dans la rue, tu passes devant un kiosque et tu vois la une de je sais plus quel magazine avec marqué honteux et ta tête juste à côté. Forcément, tu baisses la tête encore plus, quoi. Vous êtes enterré dans le silence et vous êtes effondré. Ouais. Ça a tout changé dans ma vie sportive, professionnelle, privée même. Quand des journalistes viennent sonner chez ta mère, c'est plus ça qui m'a on va dire, le plus touché, c'est de savoir ma famille embêtée par ma connerie, en fait. Je ne parlais plus à personne, je restais enfermé chez moi. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas vraiment mes amis, qui étaient là que quand ça brillait, quand ça gagnait, mais dans les moments difficiles, il n'y a plus personne qui répond au téléphone quand tu les appelles, pas de SMS, alors que juste avant ça, c'était
tout le monde voulait te voir, tout le monde t'aimait, mais... Et en dehors de la tempête diplomatique, ce qui vous a plus blessé, dites-vous, c'est le fait de passer pour une caïra, pour une petite frappe. Forcément, comme je venais d'un quartier, d'une cité, on a fait le rapprochement, voilà, que j'étais une petite racaille, tout simplement. Mais cette nuit d'alcool, de l'homme un peu bourré qui tombe sur lui-même, c'est quelque chose qui est habituel chez vous? Vous étiez un fêtard? Un fêtard, on va dire que je suis jamais le dernier pour fêter un titre ou quoi que ce soit. Je pense pas plus qu'un autre. On va dire dans le rugby d'aujourd'hui, c'est un sujet beaucoup plus tabou. La troisième mi-temps? Ouais. Tout simplement parce qu'on est professionnel. L'image qu'on a, c'est l'image irréprochable des sportifs qui se couchent à 21h et qui se lèvent à 7h. C'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. En tout cas, vous étiez encensé avant ce mensonge et du jour au lendemain, on a même décroché votre portrait du centre de Marcoussis, qui est le centre de l'équipe de France de rugby. À l'époque, on avait demandé à la réceptionniste de décrocher mon portrait. Ça veut tout dire. Sauf que vous êtes un géant au pied d'argile et que tout ça vous a ébranlé au point de ne pas tenir. Quand tu vois marqué partout que t'es une merde, bah, tu le penses, tout simplement. Tu deviens dangereux pour toi-même et pour les gens autour de toi. Je tombe sur une page Facebook qui m'était dédiée. Une insulte? Oui, je me fais insulter. À ce moment-là, j'avais mes amis qui étaient là. Mais quand je tombe sur cette page, j'ai l'impression d'être seul. J'entends plus rien. Et j'ai juste envie d'en finir, tout simplement. J'ai juste envie de disparaître. Donc je me dirige vers la cuisine, je prends un grand couteau et j'essaie de me trancher les veines. Donc le choc de la douleur, le sang, je tombe par terre. Comme je fais pas 10 kilos, mes amis m'entendent. Je sais pas si je voulais vraiment mourir, mais la seule certitude que j'ai, c'est que je voulais vraiment m'infliger beaucoup de souffrance, parce que je pensais le mériter. Et aujourd'hui, la cicatrice est cachée par un tatouage. C'est caché. C'est caché et bizarrement, ça m'arrive souvent de la regarder. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un grand costaud, mais aussi un grand fragile? J'ai pas honte de dire que ça m'est arrivé de pleurer, que ça m'arrive encore de pleurer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit mensonge, qui est devenu un gros mensonge, vous a poursuivi toute votre vie. Vous avez été sifflé dans les stades, vous l'êtes encore, on vous parle encore de ça. On en parle encore un peu, oui. Vous dites quoi? Supporter un peu chambreur. Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Ça m'avait fait rigoler. Hein. Jaune. Mais bon, quand tout un stade la chante et que tu sais qu'à tes destinées, c'est pas pareil. Vous avez appelé votre livre Tête haute. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les nombreuses on va dire, discussions que j'ai eues depuis tout petit avec mon papa, c'est la chose qui me le disait le plus souvent. Il me disait que quoi qu'il arrive, l'important c'était de garder la tête haute, d'être fier de son passé, de ses origines, de sa famille. Voilà, rester fier et garder la tête haute, quoi qu'il arrive.